merci à vous. Bon, alors il fait chaud, on mange dans 20 minutes, donc on va essayer d'être, bref et concis. Est-ce que parmi nous, nous avons des joueurs de Jenga? Quelqu'un a déjà joué au Jenga? Je pense, à mon avis, qu'on est un petit peu plus nombreux que prévu à jouer au Jenga tous les jours. Hem, C'est-à-dire que plus le temps passe et plus je me rends compte que mon métier consiste à monter une pile à plusieurs, avec tout un tas de règles, avec tout un tas de pratiques et que la tour, ben, en fait, elle s'effondre assez régulièrement et ça, c'est si on nous donne, les bonnes briques au bon moment et si des briques n'arrivent pas un petit peu aléatoirement en cours de sprint, puisqu'un client a décidé, de livrer une nouvelle fonctionnalité un peu abruptement. Et pour régler ce genre de problème, généralement, on met en place tout un tas d'outils et ces outils-là, donc ça peut être de la review de PR, ça peut être des délits, ça peut être, de l'onboarding, de la formation, mais il existe aussi d'autres types d'outils qui, pour le coup, sont automatiques et à mon avis, si vous êtes ici, c'est que vous en connaissez déjà un certain nombre et ces outils, je les classe en 5 grandes familles. Hem, les linters, qui est un peu la base de la base, hein, le célèbre PHP Fixer. On a les analysateurs statiques, le plus célèbre d'entre eux, PHP Stan. Tout ce qui va être complexité algorithmique, on le voit un petit peu moins, mais par exemple, PHP métrique. On va avoir du refactoring qui est arrivé assez récemment dans notre communauté, il y a à peu près 2-3 ans avec Rector. Et enfin, quelque chose qu'on parle vraiment peu, tout ce qui va être de l'analyse d'architecture pour vérifier si le jeu de dépendance dans notre projet et dans notre architecture correspond à l'état qu'on souhaite. Et c'est là qu'on se rend compte que la plupart de ces outils utilisent un parseur en PHP, pour mieux comprendre et analyser le code, et enfin, mettre par-dessus un moteur de règles qui permet de vérifier, si le code est bien formé, si, les types sont OK, et cetera, et cetera. Et la personne qui a mis en place cet outil, c'est Nikita Popov, donc une personne assez célèbre, hein, dans notre communauté puisqu'il a contribué pendant une dizaine d'années au langage. Il est actuellement plus présent activement sur le développement du moteur, mais on peut le retrouver encore dans certains commentaires de PR. Il a participé ou co-créé une quarantaine de RFC et il a introduit notamment en PHP 7 le concept d'AST qu'on verra au long de cette conférence, qui permet de simplifier la compréhension du code PHP et il en a créé un outil en PHP pour servir la communauté côté userland, pour créer ses propres outils en PHP. Et donc du coup, le moteur, si on oublie toute la partie GIT et Opcache, globalement, votre code rentre dans un analyseur lexical et syntaxique et fourni ensuite en opcode, qui est passé au compiler et puis ensuite à la Zen Machine pour l'exécution. Et cette conférence va traiter de cette boîte noire. Donc on va prendre un exemple simple qui va nous suivre tout le long de cette conférence, hein, une simple fonction somme avec 2 paramètres en entrée et qui, bah, du coup, fait la somme de ces 2 paramètres. Dans un premier temps, le code doit passer par une étape de lexeur, de lexec enfin de il faut que le code en fait, soit parsé pour détecter l'ensemble des caractères qui composent ce code-là. Et pour ce faire, alors plutôt que de faire tout un ensemble de regex un peu complexes, il y a des outils qui existent depuis les années 70. Donc par exemple comme LexFlex ou Ritoussi qui est également utilisé dans le moteur PHP. Et en fait, à partir d'un fichier qui correspond aux patterns lexicaux du langage, on va pouvoir générer un lexeur. Et ce lexeur, avec le code, va nous permettre de découper le code en des mots-clés compréhensibles par l'analysateur syntaxique. Donc en PHP, nous, on a de la chance, on a accès directement à ce lexeur, hein, via le module, enfin l'extension tokenizer. Donc par exemple, on donne simplement donc notre chaîne, notre chaîne de caractères qui correspond à notre code au tokenizer, pardon, excusez-moi. On boucle l'ensemble des tokens et on peut récupérer au moins 4 informations, donc le nom du token, son contenu, sa position et sa ligne dans le fichier de code. Et donc du coup, si on ressort le contenu, ça nous donne un tableau qui va contenir donc du coup, en termes de nom,
le nom du token, qui est en fait une constante que vous trouvez dans le moteur PHP. Vous pouvez faire un echo t open tag, il n'y a aucun problème, ça va vous donner une valeur entière numérique non nulle. Et ensuite, on va avoir l'ensemble des autres informations, comme le texte, la position et la ligne, pour permettre aux outils, en cas d'erreur, de détecter à l'endroit précis où ça merde. Ensuite, on va passer donc du coup un peu au cœur du parseur, à savoir un générateur de parseur. Donc, tout comme le lexeur, on va fournir en fait un fichier qui va correspondre en fait au pattern lexicaux. Un pattern lexico, en fait, c'est un ensemble de tokens qui va former la syntaxe de votre langage. Et en fait, on va lui donner une template et ça va générer un parseur en PHP. Et quand je dis ça va générer, c'est que vous allez concrètement créer des classes à la volée, grâce par exemple à Yak pour le PHP parseur de Nikita, ou grâce à Bison pour le moteur PHP. Et donc, ce générateur qui est généré, on va pouvoir en fait lui donner à manger le code, et il va en fait mettre en forme un graphe qui va permettre de mieux comprendre la structure du code PHP. Et donc du coup, voilà un exemple d'un fichier qui est pris par Yak. Donc c'est un exemple qui est directement au milieu du Zen Language Parser.y que vous trouvez dans le moteur, et qui correspond donc du coup à un exemple des patterns lexicaux pour les namespaces. Donc on peut voir qu'en fait, par exemple, un tstring et un tname qualified, potentiellement c'est un namespace. Et donc du coup, par exemple, le legacy namespace va correspondre donc soit à un namespace, soit à un autre token qui a été détecté dans la phase de tokenizer. Et avec ce fichier-là, on va générer une classe qui sera notre vrai parseur, qui sera utilisé pour générer l'AST. Donc l'AST, en français, un arbre syntaxique abstrait. Et en fait, ça correspond au graphe de notre méthode que je vous ai montré un petit peu plus tôt, la méthode SOM, qui possède donc du coup voilà, une fonction SOM, possède des paramètres, possède un type de retour, et ce type de retour est une opération binaire de nos deux paramètres qui sont rentrés. Et donc du coup, cette boîte, maintenant qu'elle est ouverte, maintenant qu'on voit un petit peu comment fonctionne le parseur en PHP, je vais vous montrer comment on l'utilise. Comment on passe du code à l'AST en PHP. Donc, toujours dans notre exemple, hein, on va utiliser une méthode SOM qui va être dans une chaîne de caractères. Alors ça peut être dans des fichiers, il n'y a aucun problème, hein, c'est juste que les outils vont utiliser un finder, vont en fait récupérer le contenu d'un fichier, et c'est ni plus ni moins qu'une chaîne de caractères. Et la librairie de Nikita va commencer à répondre à la première grande question: quelle est la version de PHP qui va être parsée? Donc, vous pouvez utiliser par exemple create for host version, qui lui va juste regarder la version dans laquelle le code PHP est exécuté, et va dire bah voilà, votre code PHP correspond à telle version. Mais vous pouvez forcer, si vous voulez, la version en PHP, puisque comme je vous l'ai dit, on génère des parseurs en PHP, et en fait le paquet de Nikita en contient deux, un pour PHP 7 et un pour PHP 8. Une fois qu'on a parsé notre code, on le donne à un objet qui s'appelle le node dumper, qui n'a que pour vocation de visualiser au format objet l'AST qui a été retourné par le parseur. Donc, premièrement, si ça vous intéresse de jouer un petit peu avec ça, Rector met à disposition un outil en ligne qui permet justement de donner du code PHP et vous ressortir ce graphe. Donc, globalement, le code que vous voyez devant vous, c'est ni plus ni moins que la représentation objet du graphe que vous avez vu précédemment. Donc, on voit bien qu'on a un objet fonction qui possède donc du coup un nom et un type de retour en entier. Cette même fonction a deux paramètres, deux objets, qui a deux variables a et b de type entier, et qui retourne du coup une opération binaire plus, qui correspond donc du coup à a et b. Une fois qu'on a compris comment visualiser, comment parser notre code, maintenant on va chercher à le parcourir. Et ça tombe bien parce qu'un graphe, on sait le parcourir assez facilement, hein. Il y a des design patterns. Le design pattern visiteur permet facilement de créer permet facilement de parcourir tout ça. Et vous n'avez même pas besoin
de l'implémenter puisque le paquet va vous fournir tous les outils nécessaires à ça. Le node traverseur. Et le node traverseur a une méthode qui s'appelle le add visitor. Et le but, ça va être de créer ses propres visiteurs pour parcourir le graphe, pour interagir avec lui. De base, il fournit le name resolver. C'est quelque chose que je conseille d'utiliser, souvent en premier visiteur, parce qu'en fait, quand vous étudiez votre code qui est parsé, le nom de votre classe n'est pas concaténé avec votre namespace. Donc en fait, si vous faites par exemple des règles pour détecter des dépendances, vous ne pourrez pas le faire facilement puisque le nom de la classe qui est parsée ne possédera pas le namespace. Et en fait, pour régler ce problème-là, le paquet fournit ce visiteur qui viendra résoudre tous ces problèmes-là à votre place, et les autres visiteurs auront conscience des noms de classe avec des namespaces. Donc, premier tips. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est que on voit un petit peu comment on crée un visiteur. Et un visiteur, donc il y a deux manières de le faire. La plus simple, c'est d'implémenter le node visiteur abstract, d'utiliser la classe abstract node visiteur abstract qui implémente l'interface node visiteur. Et par défaut, cette classe abstraite en fait fournit 4 méthodes qui retournent nul. Vous choisissez en fait d'implémenter celle qui vous intéresse. Et en fait, ça correspond à un cycle de vie de votre visiteur. Comme PHP Unit, il y a un cycle de vie avec before class, after class, teardown, setup. Et ben c'est exactement la même chose. On a le before traverse et l'after traverse, et l'enter node et le leave node, qui correspond à un cycle de vie assez classique. Et on va pouvoir jouer de deux façons avec le parseur. La première, ce que fait PHP Stan, classique, il va aller chercher avec son moteur de règles des incohérences de type et ensuite vous faire remonter dans la console ce qui va, ce qui ne va pas. Et la deuxième chose qu'on peut faire avec, c'est par exemple remplacer des nœuds. On peut créer nous-mêmes nos propres nœuds qui viendront être remplacés dans la structure de PHP et réécrire votre code. Ça, c'est ce que fait Rector, globalement. Donc du coup, un petit exemple simple de visiteur, donc via une classe anonyme, pour se simplifier un peu la vie. L'objectif de cet exemple, c'est de répondre à un cas que j'ai régulièrement, c'est comment on définit un DTO. Et un DTO, je le définis actuellement comme un objet qui transmet de la donnée, mais qui est immuable. Et pour être immuable, je considère que l'objet doit être read-only et final. Donc, dans le leave node, tout ce qu'on a à faire, c'est déjà vérifier si le nœud qu'on parcourt, déjà, est une classe. Et attention, pas une classe anonyme, parce qu'une classe anonyme ne peut pas être du coup read-only et final, quand bien même il y a l'air d'avoir des réflexions à ce niveau-là. On récupère l'identifieur, qui est le nom de notre classe, tout simplement pour avoir des messages d'erreur beaucoup plus parlants. Et ensuite, on vérifie donc avec ces flags si déjà la classe est read-only ou non. Et si elle ne l'est pas, on déclenche une exception. Et ensuite, une troisième règle, on peut aussi, par exemple, vérifier si on est suffixé de DTO pour vérifier que la structure d'un DTO correspond à la règle que je souhaite. Ensuite, maintenant, vous savez comment créer des règles, comment interagir avec l'AST, comment récupérer l'information, comment résoudre les namespaces. Créer un outil, ça va dépendre de vous. Globalement, le cas que j'ai eu est assez simple. C'est on utilise une console qui fait appel à une config, comme Rector le fait, tout simplement avec un rector.php qui va desservir une config. On envoie le tout à un service qui va aller récupérer les fichiers avec un finder, va les lire, le fournir ensuite au parseur, au visiteur, va récupérer tout un tas d'informations à propos de vos classes. Le tout passe dans un service d'analyse et ensuite, en fonction de comment vous gérez ça, par des exceptions ou simplement en listant les erreurs, vous renvoyez ça à la console directement à vos utilisateurs. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parseur de Nikita Popov oriente assez gravement l'orientation de PHP. Parce que ce parseur est à la base de 50 des outils qu'on a aujourd'hui dans notre écosystème qui sont encore actifs. Donc par exemple, un exemple simple, sur la version 8.3, on a l'override. Et en fait, si vous lisez les discussions, en fait, on se rend compte assez facilement que c'est une fonctionnalité qui peut potentiellement faire perdre du temps au runtime. Et donc du coup, la question s'est posée, est-ce qu'on laisse ça aux outils d'analyse statique
ou est-ce qu'on l'intègre au langage? Et du coup, ça laisse place à l'importance qu'a cet outil dans le choix de certaines décisions. Prochainement, par exemple, en 8.4, la question était différente. Donc là, c'est pour tout ce qui va être les hooks de property. La question n'est pas tant est-ce que ça va ralentir le moteur. Les questions que j'ai pu lire dans les conversations, c'est plutôt quels vont être les outils qui vont nous suivre là-dessus au moment où PHP 8 va sortir. Parce que ça rajoute quand même une certaine complexité d'analyse pour comprendre maintenant que name, certes, c'est un string, mais il y a maintenant de la logique dedans. De la logique pour setter et pour getter. Donc, à la sortie de PHP 8.4, tous les outils n'arriveront peut-être pas à comprendre cette syntaxe. Ensuite, dans les grands débats qu'on a eus dans notre communauté, on a les génériques. Il y a un excellent article, hein, vous pouvez trouver ça avec le QR code, de la PHP Foundation qui explique quelle est la complexité qu'apportent les génériques dans le moteur. Et donc c'est tout pareil, c'est finalement, au runtime, ça risque de faire perdre du temps à nos projets. Est-ce qu'on ne laisserait pas ça plutôt aux analyseurs statiques ou est-ce qu'on l'intègre directement à notre base de code? Et si ça vous intéresse, donc il y a une PR qui est en cours, et vous pouvez voir les tokens qui ont été ajoutés à cette PR très récemment, donc qui datent d'août. On peut voir par exemple la collection séquentielle, hein, c'est une simple liste, et la collection par dictionnaire, donc une liste, mais en précisant le type de la clé. Ok, la petite question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce qu'on n'a pas autre chose que ce parseur-là qui existe, après tout? Et je vous ai décelé 3 grands champions. Donc le premier, le Microsoft Tolérant PHP Parser. Donc, est très similaire dans sa façon d'être utilisé, à la grande différence qu'il ne crachera pas d'erreur si le code PHP est mal formé. En fait, il est plus destiné aux IDE, où on veut quand même pouvoir analyser les erreurs en temps réel, sans forcément tout bloquer. Deuxième grand champion, on a PXP, donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est un transpiler en PHP qui veut répondre à tout un tas de problématiques qui ne sont pas encore dans le noyau. Donc parmi ces problématiques, les génériques, les alias de type, et bien d'autres choses. Mais j'y vois plus une promesse d'offrir de nouveaux outils pour parser PHP dans un langage qui est nettement plus rapide. Et enfin, dernier grand champion, une autre librairie de Nikita, qui est le PHP AST, et cette fois-ci, c'est une implémentation en C, donc c'est une extension au moteur PHP qui permet la même chose que son paquet en PHP. Et donc du coup, l'autre question que je me suis posée, c'est finalement, quelle est la plus performante? On ne va pas se mentir, hein, la librairie en C est nettement plus performante que les autres qui sont écrits en PHP. Avec un coef qui va de 1 jusqu'à 23 en fonction du parseur qu'on décide d'utiliser dans sa version en PHP. Ok, on va parler un peu du facteur bus, il me reste peu de temps. Le facteur bus, globalement, c'est combien de personnes clés dans votre équipe peuvent se faire renverser par un autobus avant que votre projet échoue. Imaginez que, par exemple, on est dans une conférence, c'est totalement théorique, hein, et on a envoyé tous les meilleurs devs PHP à cette conférence, et le train se crache. À votre avis, l'organisation qui vous emploie mettrait combien de temps à se relever? Je ne vous souhaite pas de mourir, hein, prenez 2 semaines de vacances, 3 semaines, et s'il n'y a pas de release, c'est peut-être que vous êtes vous-même un facteur bus. Et le premier facteur bus, c'est Nikita lui-même. Déjà, Nikita a été l'un des points qui a soulevé la fondation PHP. Alors, ce n'est pas le point essentiel, mais ça a été un facteur accélérant à la création de la fondation, en sachant que 3 parseurs sur 5 viennent de lui, alors qu'il n'est même plus contributeur principal du noyau. L'autre facteur bus, c'est les alternatives. Elles sont encore très loin d'être performantes et d'être complètes. PXP, il a un simple visiteur, un simple lexeur, une simple syntaxe, d'analysateur syntaxe, mais il a encore tout à faire. Et enfin, le tolérant parseur, alors lui, il est beaucoup plus proche de la fin, mais il est encore en version bêta. Il n'a pas reçu de nouveautés depuis 2 ans. Ok, conclusion. Alors, disons les termes. Disons un peu les termes. Avant toute chose, je ne suis pas développeur C, je ne suis pas développeur du noyau, donc pour ne blesser personne. Mon humble avis sur la question, c'est que si d'un côté, dans les discussions des différentes
RFC, on a autant de discussions autour des outils d'analyse statique. Si c'est un enjeu de performance systématique, si on a un facteur buff, ce qui peut être aggravant parce que potentiellement demain, la 8.5 et la version 9, en fait, elle ne sera pas prise en charge par, Nikita. Qu'est-ce qu'on attend finalement pour introduire les notions d'AST directement au sein du noyau, comme certains langages le font? Par exemple, IA qui est présent, en tant qu'outil dans Go et par exemple Rust aussi a ses propres outils directement dans le langage. Je vous remercie.